Bonjour, sans plus tarder, nous allons donc ouvrir ce grand débat du matin qui est consacré, comme vous le disent les panneaux, aux évolutions des budgets. Nous allons donc parler de finances publiques. Je vous propose qu'on aille jusqu'à 1h15, qu'on essaye d'aller un peu plus loin parce qu'on a perdu du temps et qu'il nous faut un minimum de temps pour présenter un peu le sujet qui demande un tout petit peu de pédagogie. Ce n'est pas un scoop et Jean-Pierre Seyss va le rappeler. Selon les chiffres, les derniers chiffres que nous avons, les financements de la culture par les collectivités territoriales et peut-être aussi par l'État sont dans une situation particulièrement difficile. Le mouvement a été amorcé en 2009 pour les collectivités et aucun indicateur, en tous les cas apparemment, ne semble vouloir pondérer cette baisse pour les années à venir. On sait que le financement de la culture est assuré aux 2/3 par les collectivités territoriales et autant dire qu'il y a beaucoup de raisons de s'inquiéter et peut-être une certaine urgence à agir. Voilà, d'où l'intérêt de ce débat de ce matin. Alors oui, il faut agir, mais le contexte n'est pas rigolo non plus. Entre la crise financière et peut-être la perte du AAA depuis quelques jours, la réforme des collectivités territoriales, les élections présidentielles qui poussent à un certain attentisme, mais pour aller où et vers quoi, on ne peut pas dire qu'il soit facile d'imaginer des perspectives roses pour l'avenir. Alors en tout cas, cette crise qui affecte les ressources publiques, elle a suffisamment d'antériorité pour qu'on ait eu envie de faire le point sur la manière dont les villes, les agglos, les départements, les régions et l'État gèrent cette baisse. La manière dont ils ont ou dont ils vont réorienter leur politique. Au fond, la question sans doute la plus essentielle de ce matin, c'est la question d'un maintien du service public de la culture. Derrière les chiffres, c'est vraiment cette question qui est posée. La question peut-être alors de modèles à réinventer, c'est ce que nous allons voir avec nos invités que je vous présenterai plus avant tout à l'heure. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de parité à cette table, comme la présence de la Barbe nous l'a montré tout à l'heure. C'est pas faute de l'avoir cherché, mais en politique comme en économie, comme en culture, voilà, l'hégémonie masculine est encore la règle, soyons vigilants, c'est tout ce que je peux souhaiter. Maintenant, je vais passer la parole à Jean-Pierre Seyss, qui est directeur de l'Observatoire des politiques culturelles, qui va s'attacher à nous présenter les grandes tendances de ces budgets, j'allais dire les tendances lourdes de ces dernières années. Jean-Pierre, comment est-ce qu'on pourrait caractériser ces 30 dernières années de financement public de la culture? Oui, bonjour. Merci Anne. Un mot aussi de remerciement à Nicolas Marc et à l'équipe de la Seine aussi d'avoir organisé ce grand débat en partenariat avec l'Observatoire. Je voulais juste dire que dans les discussions préparatoires avec Nicolas, je lui avais demandé s'il serait possible de faire une intervention un peu glamour et il m'a répondu écoute, oui, j'ai quelque chose à te proposer. Est-ce que tu pourrais faire une intervention justement sur 30 ans de financement public de la culture? Alors je dis, Nicolas, c'est un sujet de thèse. Il me dit, ne te fais pas de soucis, tu n'auras qu'un quart d'heure pour traiter le sujet. Donc je vais vous raconter le roman budgétaire du service public culturel en accéléré, comme vous pouvez l'imaginer. Alors pour répondre à la question d'Anne, je commencerai par dire que ça n'était pas mieux avant. Pas de nostalgie, mais c'est plus difficile maintenant. D'abord, il faut souligner le formidable essor qu'ont connu les politiques culturelles dans ces 30 dernières années dans notre pays. Ça s'est traduit par le développement d'institutions artistiques et culturelles formidables, le déploiement de services publics, d'offres inédites, le développement de la professionnalisation, le développement de l'emploi. Nous savons tous cela. Un aménagement et une irrigation artistique et culturelle du territoire. À nul autre pareil, sans doute, en Europe. Une pluralisation des arts extraordinaire, un développement des pratiques artistiques, une diversification aussi des pratiques culturelles que l'on ne souligne pas assez, une vitalité, une créativité qui n'a cessé de se répandre, avec quelques bémols bien sûr, une prise en compte
inégale et de certains aspects essentiels, disons, de la diversité culturelle, ou même de la relation entre culture et société. Alors, Anne, comment qualifier cette période et ce vaste mouvement dont je rappelle qu'il a été initié en temps de crise, il s'est déployé en temps de crise. Ben, j'aimerais ne pas vous dire que ce fut un âge d'or. J'aimerais ne pas vous dire que ce furent les 30 glorieuses de la culture. La période actuelle est très difficile, mais en même temps, je pense que rien n'est écrit définitivement. C'est ma conviction. En tout cas, nous le savons bien. Une chose est tout à fait certaine, c'est que pour des tas de raisons, et pas seulement financières, les politiques culturelles sont à un tournant. Quelle évolution ont suivi ces financements, État et collectivités, durant ces dernières années ? Alors, je vais essayer de donner quelques indications et vous me pardonnerez de le faire vraiment de façon un peu brutale, un peu caricaturale. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, en m'écoutant, de retenir cet adage d'Alfred Sauvy qui disait que les chiffres sont des innocents qui parlent facilement sous la torture. Alors, cette longue période, elle est marquée par plusieurs étapes. Grosso modo, les années 80, c'est celle d'un essor fulgurant du financement public État-collectivité. Les années 90, elles ont poursuivi et consolidé cet effort. Les années 2000, c'est celle de la recomposition des politiques culturelles avec des tendances qui ne sont plus uniformes. Et on essaiera de dire plus tard quelques mots sur la période récente. Les années 80. Dans le grand récit des politiques culturelles, on fait souvent comme si tout avait commencé avec le doublement du budget du ministère de la Culture en 1982. 1982, au passage, pour ceux qui l'ont vécu, c'était l'année de la rigueur et c'était l'année où la France avait dû perdre quelque chose comme son triple A à l'époque. Alors, évidemment, on le sait bien, l'impulsion du ministère de la Culture a été absolument fondamentale dans l'élan culturel qui a été donné au pays. Dans les années 80, le budget du ministère a été multiplié par 3. Je vous précise aussi en même temps que dans la même période, l'inflation était de 100%. Et vous voyez qu'il y a quand même de la marge. Hein, on a fait de gros progrès. Alors, ce que l'on souligne moins, et là je profite de cet espace pour aussi le dire, c'est que ce mouvement, en réalité, a été initié au départ par les villes à partir de 1977. Et il y a une étude extrêmement intéressante qui avait été réalisée à la fin des années 90 qui nous dit que entre fin des années 70 et fin des années 80, les villes ont quadruplé leur effort en faveur de la culture. Alors les années 90, eh bien, le budget du ministère de la Culture, lui par exemple, je n'ai pas les chiffres pour toutes les collectivités, augmente de 53%, l'inflation est de 15% dans la période. Les années 2000, pour le même ministère, le budget donc, du ministère augmente à peu près de 25%. L'inflation dans la période est de 20%. Donc vous voyez qu'on va évidemment vers une logique de stagnation là, de l'effort. Alors on a raison en même temps de souligner qu'il existe d'autres crédits que ceux que l'on appelle traditionnellement du ministère de la Culture, maintenant de la mission Culture, d'autres crédits d'État qui ne relèvent pas du ministère de la Culture. Je n'ai pas le temps, Anne, de les détailler. Si on peut dans le débat, on le fera. Mais si on retient ces chiffres, il faudrait faire exactement le même raisonnement pour les collectivités territoriales. Et d'ailleurs, récemment, l'Association des régions de France l'a fait pour son compte. Alors, donc les collectivités territoriales ont été présentes d'emblée dans le grand effort public pour la culture. Et on le sait, elles ont toujours été majoritaires. Je ne sais pas si je peux passer mes diapos. Voilà. Donc j'ai trouvé là quelques archives 1984, vous voyez la répartition État-collectivité. Je crois que là c'est le tableau de 1990. On n'a pas le temps de le commenter, hein, donc je passe un petit peu rapidement. Alors si on parvient à saisir les grandes tendances relatives au financement de la culture ou de l'emploi culturel même, je dois dire qu'il peut être hasardeux parfois de commenter des statistiques d'une année à l'autre,
parce que les périmètres d'études évoluent, parce que les responsabilités des collectivités publiques, du ministère de la Culture par exemple, évoluent aussi, parce que les modes de calcul évoluent, et je dois dire que pour reconstituer certains chiffres, y compris de l'emploi culturel, j'ai abandonné des lignes dans lesquelles je n'avais pas suffisamment de confiance d'un point de vue scientifique. Alors, sur les financements au ministère de la Culture, collectivités territoriales, l'année, bon, là c'est un tableau que vous pouvez retrouver dans les chiffres clés du ministère de la Culture, ça vous permet de regarder grosso modo comment les choses ont évolué du début des années 80, mettons, à aujourd'hui. Sur les financements, donc ministère de la Culture, collectivité territoriale, l'année la plus récente sur laquelle on peut dire quelque chose qui permet disons, de comparer l'ensemble des collectivités, c'est l'année 2006. Et d'ailleurs, ce tableau comporte également une entrée que vous ne trouverez nulle part, parce qu'on ne dispose pas de statistiques de ce point de vue. L'INSEE n'intègre jamais, par exemple, les villes de moins de 10 000 habitants. Alors certains analystes disent, oui, ça pourrait représenter jusqu'à 1 milliard d'euros l'effort culturel des petites villes. C'est une pure estimation, bien entendu. Mais là, vous voyez hein, l'effort des villes, l'effort des petites villes. On voit que les intercommunalités prennent une place aussi de plus en plus importante. On voit où se situent aussi les départements, et les départements sont un partenaire tout de même très important, même si on sait que ces dernières années, c'est sans doute la collectivité la plus en difficulté, en tout cas celle qui a baissé ses moyens en faveur de la culture. On voit les régions. Alors ce rapport région-département évolue, puisque les régions ont encore un peu progressé depuis, et le ministère de la Culture. Donc. Alors, un petit tableau aussi pour vous permettre de saisir, je reviendrai à celui-là après. Voilà, sur les régions. Là, vous voyez que les régions ont évidemment beaucoup progressé dans le financement de la... Hein, dans le financement. On ne revient pas à ma diapo. Voilà. Et donc, une étude du ministère de la Culture confirmée par l'ARF montrait que dans les années 2000, les régions augmentaient régulièrement leur effort de quasiment 11% par an. Alors, en même temps, il faut bien comprendre, c'est la collectivité territoriale la plus récente, et donc il était aussi logique qu'elle prenne de plus en plus sa place d'une certaine façon, même s'il est évident aussi que cela se fait quand il y a une volonté politique qui va dans ce sens-là. Du côté des intercommunalités, un signe là aussi intéressant. Vous voyez le chiffre de l'étude du DEPS de 2002 et 2006. On voit que les intercommunalités représentaient 286 millions d'euros pour la culture en 2002, 840 et quelques en 2006. On est sûrement autour du milliard d'euros aujourd'hui. Donc vous voyez que là, il y a une progression vraiment très importante. Et c'est très intéressant. Parce qu'évidemment, c'est un espace d'innovation, un espace peut-être où on peut aussi trouver un certain nombre de marges, de l'intercommunalité. Et lorsque nous avions l'observatoire avec un certain nombre de chercheurs, Négrier, Taillet, Faure, etc., procédé à différentes études sur l'interco, on avait constaté que les secteurs privilégiés, c'était les bibliothèques et les enseignements artistiques. Et il y a une étude extrêmement intéressante réalisée par Arcade en Provence-Alpes-Côte d'Azur récemment, qui montre que dans cette région, c'est désormais le spectacle vivant qui devient le secteur prioritaire dans les intercommunalités, donc du point de vue de leur politique culturelle. Là, je crois qu'il y a vraiment une évolution à suivre et à stimuler, bien entendu. Mais ça pose aussi la question de quelle est la place des acteurs culturels dans le débat sur la métropolisation, dans le débat sur l'intercommunalité culturelle, parce que c'est un débat qui est trop souvent confisqué par des logiques de pouvoir ou des logiques purement politiques. Alors, j'avance. Tu me fais un petit signe pour me dire les 3 dernières minutes.
J'avance pour dire, j'aimerais aussi lever un autre préjugé quand on dit la culture, ben oui, c'est un coût, c'est une dépense. Non, ce serait d'abord plus juste de dire au contraire que c'est un investissement. C'est un investissement humain, c'est un investissement économique, et cela se traduit bien sûr en termes d'emploi. Ça, c'est la courbe de la population active de 1982 à 2007, que j'essaie de reconstituer avec les chiffres dont on dispose. Un investissement économique, je vous renvoie à un papier récent, notamment de Serge Dorny dans le Monde, hein, qui, pour l'Opéra de Lyon, montrait qu'en effet, il y avait toute une série de retombées. Mais tous ces emplois-là, c'est pas seulement des retombées économiques directes, c'est aussi de nombreuses retombées économiques et économiques indirectes avec toutes les activités qui sont générées. Ça, c'est une courbe qui vous permet de suivre différentes évolutions d'un certain nombre de professions culturelles. Je vous laisse découvrir rapidement le tableau et je passe. Alors ici, c'est une autre courbe intéressante pour suivre aussi les choses, c'est celle de l'évolution du nombre d'intermittents. Et vous voyez que entre 2002, si j'arrive à me revenir, et 2009, on voit qu'il y a une baisse du nombre des intermittents. Cela traduit aussi le fait qu'on est dans un secteur fragile, précaire, et il y a d'autres secteurs que celui du spectacle vivant où la précarité est encore plus grande, notamment dans le domaine, dans le domaine des arts plastiques. Est-ce que j'ai le temps de parler un petit peu d'Europe? Pas tellement, non. Alors, non. Ce qui serait bien peut-être, c'est qu'on voit aujourd'hui où on en est. D'accord. Alors, si on a le temps, en tout cas tout à l'heure, je vous dirai quelles sont les observations que l'on fait à l'échelle européenne des financements publics au niveau des États et au niveau des villes, c'est-à-dire les observations les plus récentes entre 2009 et 2011, parce que c'est pas inintéressant de voir que ça chute pas comme ça. Non, les choses sont beaucoup plus nuancées, même si un certain nombre de baisses spectaculaires ont été communiquées pour certains pays. Les tendances récentes, je les ai rapidement évoquées. Depuis 2008-2009, du côté des départements, évidemment, il y a eu des baisses extrêmement sensibles. Et on voit quand même que les départements pèsent encore beaucoup pour la culture, 2 fois plus que les régions. Donc, quand cet effort tend à baisser, évidemment, cela se traduit par des difficultés immédiates. Les régions ont fait cet effort formidable pendant un certain nombre d'années. Bon, depuis 2009, ça devient plus compliqué, avec parfois un peu de hausse, des oscillations légères à la hausse, mais on est dans une logique, disons, de stabilité des budgets, avec une projection de stabilité et de stagnation jusqu'en 2014. Du côté des villes, c'est pareil, on observe le même type d'oscillation, mais peut-être que Michel Rotterdam nous en dira tout à l'heure un petit peu plus. Et puis pour l'État, vous l'avez constaté quand j'évoquais les années 2000, on est aussi sur cette logique-là, sur cette logique générale de stagnation. Donc la situation, du coup, elle est difficile. Il va falloir vraiment que nous retroussions tous nos manches pour trouver des solutions. Je disais en préambule, et peut-être de façon un peu alarmiste, que c'était la question du service public de la culture qui se pose. Est-ce qu'on peut le dire réellement à l'aune des chiffres qu'on a aujourd'hui? Tout ne s'effondre si pas. Oui, quelle piste on dispose d'un socle quand même qui est là. J'évoquais l'Europe pour dire que justement les choses ne s'effilochent pas non plus en Europe, dans d'autres pays. Comme l'Allemagne par exemple, mais on pourrait évoquer d'autres pays. Donc bien sûr, nous savons que nous sommes entrés dans une crise qui est extrêmement grave, mais je crois qu'en même temps, avant de s'alarmer totalement, il faut garder la mesure des choses. Alors néanmoins, maintenant, il y a toute une série de pistes à creuser. Des pistes organisationnelles, des pistes économiques et des pistes politiques. Est-ce que je peux en évoquer quelques-unes rapidement, Anne, merci beaucoup.
Bon, d'abord, moi je pense qu'il faut absolument reprendre le chantier de la décentralisation. Ce chantier, ça fait longtemps qu'il est en... Je dirais, il n'est pas abordé de manière aussi approfondie qu'il faudrait l'être. Moi, je fais le choix de renforcer, par exemple, le rôle des régions et de faire qu'elles deviennent non pas le chef de l'ensemble des collectivités, mais qu'on reconnaisse leur fonction médiatrice, parce qu'on en a besoin à cette échelle-là. Il faudrait qu'on développe des expérimentations. Vous savez qu'on a parlé parfois d'expérimentation de décentralisation culturelle. En réalité, ces expérimentations, elles ont toujours été virtuelles. Non, ce serait bien que sur 2-3 années, on essaye des choses, on regarde ce qui se passe, et puis on infléchit, on revient en arrière, on invente autre chose. Donc, il faut aussi insuffler un esprit de partenariat beaucoup plus fort à tous les niveaux institutionnels. Là, je crois que la coopération intercollectivité doit être développée. Stimuler l'intercommunalité, bien entendu, parce que l'intercommunalité peut apporter un petit souffle supplémentaire à la culture, et aussi pour une autre raison que strictement financière ou économique, c'est parce que c'est un cadre de travail territorial extrêmement intéressant, où peut s'articuler territoire de vie, territoire vécu, territoire de projet, territoire politico-institutionnel, et qui permet aussi d'engager une recomposition du projet culturel autour d'enjeux transversaux, parce qu'on part sur d'autres bases. Je pense qu'il faut aussi redéfinir et renforcer la fonction territoriale de l'État. De mon point de vue, c'est cette fonction territoriale de l'État qui continue de donner tout son sens à un ministère de la Culture. C'est pour ça qu'il faut pas seulement la maintenir, il faut la renforcer. Parallèlement, je dirais qu'il faut rééquilibrer l'effort du ministère vers les régions. Et ça, c'est un chantier de 30 ans. C'est un chantier de 30 ans. Il n'est pas normal, de mon point de vue, dans une République justement qui se veut décentralisée, que plus de 50% du budget du ministère, et nous sommes attachés à ce ministère bien entendu, aille soit happé par les institutions parisiennes. On ne peut pas être contre les institutions artistiques, elles apportent beaucoup. Mais de ce point de vue-là, moi je suis favorable, par exemple, à ce que de nouveaux projets dits nationaux soient élaborés en région, en priorité. Et puis, il faut approfondir, bien sûr, toute une série de nouvelles pistes de financement, mais vraiment les yeux grands ouverts sur leur sens, sur leurs possibilités et sur leurs limites. Alors, je pense là, de ce point de vue-là, à tout ce qui a trait à l'économie sociale et solidaire, à tout ce qui a trait aussi aux problématiques de solidarité à l'intérieur du champ artistique et culturel, et dans un tout autre ordre d'idées, à la question du mécénat, en mentionnant d'ailleurs au passage que le mécénat culturel a baissé ces dernières années. Et puis, encore une piste comme cela, moi je serais favorable à ce que l'on crée un fonds de soutien à l'emploi artistique et culturel dans la période présente, en lui rétrocédant la part d'augmentation de la TVA sur l'ensemble des activités artistiques et culturelles taxées, ou alors on revient à l'ancien taux pour les activités artistiques et culturelles. Et puis il y a le chantier européen. Si j'ai le temps, j'en dirai quelques mots un petit peu plus tard. Puis il y a d'autres pistes, mais si j'ai le temps, je les évoquerai. Oui, on les creusera de toute façon avec les autres intervenants à cette table. Désolé Jean-Pierre d'être obligé d'écourter ce propos.